une des machines les plus incroyables au monde, puis on est là devant elle. On est en train de vivre aujourd'hui un moment historique de l'humanité. Είμαστε μόνοι μας μέσα στο σύμπαν. Υπάρχουν κι άλλοι κατοικήσιμοι πλανήτες στο γαλαξία. Πώς είναι αυτοί οι πλανήτες, με τι μπορεί να μοιάζει μια μορφή ζωής που ίσως έχει αναπτυχθεί σε αυτούς. Η ανακάλυψη αρκετών πλανητών που βρίσκονται εκτός του ηλιακού μας συστήματος δίνει μια εντελώς νέα διάσταση σε αυτά τα χιλιετή ερωτήματα. Η Μαρί Πιέρ και η Εμίλη πρόκειται να συναντήσουν τους επιστήμονες που αναζητούν τη δίδυμη αδελφή της Γης. Έναν πλανήτη που θα βρίσκεται σε τροχιά γύρω από ένα άλλο άστρο, διαφορετικό από τον ήλιο μας. Αυτόν που οι αστρονόμοι αποκαλούν εξωπλανήτη. Για να ανακαλύψουν αυτό το σπουδαίο εξωπλανήτη ή αλλιώς εξωηλιακό πλανήτη που θα διαθέτει όλες τις απαιτούμενες ιδιότητες για ζωή, επισκέπτονται το Big Island, το μεγάλο νησί του αρχιπελάγου της Χαβάης, κατά μεσής του Ειρηνικού ωκεανού. Στα 4.200 μέτρα υψόμετρο, στην κορυφή του Μάουνα Κέα, του ψηλότερου ηφαιστείου του νησιού, βρίσκεται το μεγαλύτερο αστρονομικό παρατηρητήριο στη Γη, με 13 τηλεσκόπια χρηματοδοτούμενα από πανεπιστήμια 11 χωρών. Μια τοποθεσία πάνω από τα σύννεφα και κάθε μορφή φωτορύπανσης, προφυλαγμένη από ατμοσφαιρικές αναταράξεις που προσελκύει αστρονόμους από όλο τον κόσμο για να παρατηρήσουν τον νυχτερινό ουρανό, έστω και για μια βραδιά. Émilie, qu'est-ce que ça veut dire, Mauna Kea? Donc c'est ça, on le voit là, dans les nuages. Mauna Kea, ça veut dire Mauna a Wakea. Wakea, figure-toi, c'est le père céleste des Hawaïens. Bon, on peut aussi dire que Mauna Kea, ça veut dire la montagne blanche. Voilà. Donc elle fait 4207 mètres d'altitude. Donc Mauna, montagne. Ouais, Hein? Kea, blanche. OK. Hey, on dirait qu'on est déjà sur une exoplanète. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est ce qu'on s'en va faire. Là-haut, tout là-haut, on va rencontrer Alain Le Cavelier. C'est un des grands spécialistes des planètes extrasolaires en France et même dans le monde. Il a sûrement plein de choses à nous dire sur les exoplanètes. Attends, là, on va s'arrêter. Non, moi j'ai trop envie de faire des photos, quoi. Το ηφαιστειογενές νησιωτικό σύμπλεγμα της Χαβάης διατηρεί εμφανή σημάδια από πρόσφατες εκρήξεις. Ένα τοπίο πολύ διαφορετικό που οδηγεί τις δύο γυναίκες μακριά από τις εικόνες μιας πλούσιας βλάστησης δίπλα σε παραδεισένιες παραλίες. Oh, il n'y a pas de meilleur endroit, je pense, pour parler d'exoplanètes. On pourrait vraiment croire qu'on est sur une autre planète. Non, puis c'est fou parce que quand on y pense, quand j'étais petite, je découvrais que des planètes existent dans des gros livres de planètes. Ouais. Puis à ce moment-là, il était aucunement question de planètes à l'extérieur de notre système solaire. Je me souviens, je me posais la question parce qu'un jour, j'ai aussi appris que notre Soleil est une étoile. Eh oui. Donc, quand je regardais les étoiles dans le ciel, je me disais, ben attends, si notre Soleil a des planètes, peut-être que ces étoiles-là aussi ont des planètes. Mais tu sais, on pourrait se demander
comment ça se fait qu'on a mis autant de temps à trouver des planètes à l'extérieur de notre système solaire? Je veux dire, la dernière planète de notre système solaire qu'on a découverte, c'est Neptune. Ouais. C'est 1800 quelque chose. Ouais, Je veux dire, ça c'est il y fait a un bout de 150 temps. ans, À un moment donné, pourquoi il s'est rien passé entre Neptune et les exoplanètes? C'est parce que on parle d'une autre échelle de grandeur, là. C'est une autre affaire, là. On n'est plus du tout dans les mêmes échelles. Ο Ποσειδώνας, ο πιο απομακρυσμένος πλανήτης από τον Ήλιο, βρίσκεται σε απόσταση πάνω από 4 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη. Οι πιο κοντινοί εξωηλιακοί πλανήτες απέχουν τουλάχιστον 4 έτη φωτός, δηλαδή 40.000 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Για να μπορέσουμε να τους παρατηρήσουμε, έπρεπε να κατασκευαστούν εξαιρετικά ισχυρά όργανα. Στην κορυφή του βουνού η Μαρί Πιέρ και η Εμιλή θα συναντήσουν τους επιστήμονες που χειρίζονται αυτά τα γιγάντια τηλεσκόπια. Ως αληθινοί πρωτοπόροι ψάχνουν στην απεραντοσύνη του σύμπαντος για νέους πλανήτες. Οι δύο ρεπόρτερ ελπίζουν να παρατηρήσουν αυτούς τους μακρινούς πλανήτες τις 2 βραδιές που θα μείνουν εκεί. Και γιατί όχι, ίσως ανακαλύψουν τη δίδυμη αδελφή της Γης. Il pleut, Émilie. Il pleut. On avait imaginé le Mauna Kea, une magnifique lumière, un magnifique coucher du soleil sur les coupoles. Et il pleut comme vache qui pisse Ça va sur être les flancs beau. du Mauna Kea. Ça va être beau. Non, sérieux, j'espère qu'on aura meilleur temps là-haut, là. Ah ben voilà, on arrive au Visitor Center. Alors là, je crois que c'est le Visitor Center, la première petite baraque qui est juste là. Ouais, c'est ça. OK. Et au-dessus, tu vois là les bâtiments longs, là. Oui. Ça, c'est là où on va dormir. Ah. Oh la vache! OK. Peut-être on a... Ouais. Mais c'est quoi cet temps breton? Aïe, aïe, aïe. OK, changement de température Changement de temps, radicale. changement de climat, changement d'ambiance. Ouh. Ça va, t'as mal à la tête? Pas du tout. Moi, un petit peu, ça commence. Ah ouais? Ouais. Ok, ben on va demander pour la météo quand même, parce que là, ça m'inquiète. Oh, ça fait du bien. Hi. Hey, good evening. Hi. I'm Emily. And I'm Marie. This is Christopher, nice to meet you. Nice to meet you. We have questions about the weather. Oh, ask away. Well, it's raining and everything, and we're supposed to go up there. What's the forecast? So this rain is unusual for Hawaii at this time of year. Okay. Normally Oh. we have 300 days of sunshine and clear skies every year. So we're very lucky. And you're very lucky you came on Okay. just the right day. So if you'd like to follow me, I'll show you the weather forecast we have here. Unfortunately, you've arrived during hurricane season here in the islands. So right now we have... Ouragan. Super. Okay. Yeah, we have tropical storms on either sides of the islands. So if we look at the weather satellite here, we can see the 2 tropical storms. There's Hawaii in the very middle there. And as you can see, we're sandwiched between the both of them. So that's what's giving us all this turbulent weather that we have, the clouds and the rain. For how many days? Probably till Monday. So yeah, which is... Can we hope for a little sun or the you may sunset? see a tiny glimpse of sun. This is a live view from the summit right okay. now. That's And you not so can bad. see that the sun is shining a little bit. About the altitude sickness, are we supposed to feel bad right now? Not really. You may be feeling a little lightheaded. I do. Yeah? Yeah, I Okay. don't. No, you feel fine. Yes. That's a great sign. We recommend that you stay here for at least half an hour to let your body adjust to the altitude, because going up so rapidly can be quite a shock to the system. And when you go to 14,000 feet to the summit, if you've stayed here for about an hour, you'll feel a lot better up there. Okay, and so if we have an hour to spend here, what do you suggest we should do? Well, we can take some hiking trails. We have some beautiful trails and some beautiful scenery around here. Okay. In the rear, we have a rare plant reserve, which is home to the silver sword, which is a very rare plant unique to Hawaii. It's Nice. a very beautiful plant, beautiful structure, and right now it's in bloom, which is very rare. Oh, wow, I'd like to we're see lucky. it. Okay, so we can go take a look. All right, sure. That'd be fantastic. Excellent. So if you'd like to go on in. Thank you so much. So as you can see, they're quite a popular attraction. Oh, wow. And this is the plant in bloom. So how long does it stay in bloom like that? It will stay like this for probably a few months. Oh, okay. But this will only happen once in the plant's lifetime.
So in its lifespan of 40 years, it will only bloom. 40? 40, yes. 40. Wow. So it's actually the first time it's in bloom in 40 years? The first and only time, yes. Wow. After this, the plant will die, and hopefully a new generation of silver swords will sprout up here on the mountain. So in 40 years? In 40 years. On a beaucoup de chance, en fait, peut-être là, à ce moment-là. Okay, and so this specimen here, it's the new generation you're talking about? Yep, this is a young silver sword plant right here. You can see it's much, much smaller than the one we just saw. Right. And then over here, we have the next stage in the plant's life. So this is the plant becoming an adult. And you can see it's much bigger. The leaves are a lot fuller, a lot stronger, and it's very vibrant with its silver color. And then, of course, we have the blooming stage. And this is really only going to happen once in the plant's lifetime. And once it's bloomed, it will end up like that. Dead again. A dead plant, and unfortunately it will never bloom again. But the next generation will continue the cycle of life on. It's a once-in-a-lifetime chance for these plants. Wow. Η Μαρί Πιέρ και η Εμιλή, χάρη σε αυτή την υποχρεωτική στάση στο σταθμό επισκεπτών, συναντούν τον Αλέν Λεκαβελιέ, έναν από τους σπουδαιότερους ειδικούς στη μελέτη των εξωπλανητών. Θα τις οδηγήσει εκεί που δεν πατάει πολύς κόσμος. Salut Alain. Salut. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Ça fait plaisir de te voir. Ouais. Alain, bonjour. Pierre, Marie-Pierre, Alain. Bonjour. Et c'est bienvenue, super. ouais, bienvenue. Vous êtes au camp de base du Mauna Kea ici en fait. Hein. Alors, on avait un petit peu mal à la tête, moi en tout cas, pas Marie-Pierre. Moi, ça se manifeste par des frissons, mon mal des Bah, montagnes. il fait un peu frais là, ouais, on est quand même à près de 3000 mètres d'altitude là. C'est dur de travailler dans ces conditions? Oh, c'est pas toujours très facile, mais là ici, on est qu'au camp de base. Donc, c'est le camp où on se ressource après une nuit d'observation. Donc, la nuit, parfois, on ne dort pas très bien, mais c'est pas le plus dur. Hein. Le plus dur, c'est là-haut. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui. Et puisque là, on est à 3000, c'est ça? Et là, Ouais, là, on est à 2008. D'accord. Et donc, bon, quand on marche, si on marche un peu vite, on est un peu essoufflé, mais pas plus que ça. D'accord. Mais là-haut, ouais, c'est un peu plus dur. Ouais. Ok. Ouais, parce que bon, bah, on a moins d'oxygène, hein, ça se sent. Et donc, d'abord, dès qu'on marche un peu, on se rend compte que c'est pas tout à fait pareil que d'habitude. Apparemment, on pense pas aussi clairement. Est-ce que c'est Ouais, vrai? c'est ce que j'allais dire. C'est aussi, après, on se rend compte qu'on a besoin de réfléchir, de faire des calculs, et trucs comme ça. On a l'impression d'avoir le cerveau dans du beurre là, et qu'on réfléchit pas comme d'habitude. Quoi. C'est très bizarre, mais c'est un site extraordinaire ici. Hein. C'est le meilleur site au monde hein, pour observer les étoiles, hein. Les étoiles, les planètes, tout ce qu'on veut. C'est un endroit magique, même sur Terre, hein, parce qu'il faut réaliser que c'est un volcan au milieu du Pacifique. Donc c'est une sorte de petit pylône comme ça, à 4000 mètres d'altitude. Et donc l'air est très peu turbulent. Et on est là un peu en altitude, finalement, pointé dans le ciel. Au-dessus de la couche turbulente, d'une certaine ouais, manière. au-dessus de la couche turbulente, au-dessus des nuages pour la plupart du temps. Alors là, aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Ça se lève un petit peu, mais... Ouais, ça se lève, mais on peut le voir déjà, regardez, vous voyez, on voit qu'on est déjà un peu au-dessus des nuages, quoi. Et des fois, on voit même, on est au sommet, et même jusqu'ici, il y a les nuages, et au sommet, on est au-dessus des nuages, quoi. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi une exoplanète? Déjà, il faut savoir que le Soleil, c'est une étoile. C'est une étoile tout à fait ordinaire. Dans la galaxie, c'est pas une étoile très grosse, très chaude ou très petite ou je ne sais pas quoi. C'est une étoile tout à fait ordinaire. Et bien, une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas le Soleil. Et la question qu'on se posait depuis des siècles au moins, des siècles, peut-être des millénaires, c'est est-ce que les autres étoiles que l'on voit dans le ciel, est-ce qu'elles ont des planètes comme la Terre qui tournent autour? Et ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Donc, vous vous rendez compte que vous êtes en train de vivre aujourd'hui un moment historique de l'humanité où il y a une question fondamentale. Est-ce qu'il y a d'autres mondes dans l'univers? Une question à laquelle qu'on se posait depuis des siècles, auxquelles on n'avait pas de réponse. On pensait qu'il y en avait, mais on n'était pas sûr. Et bien, depuis une vingtaine d'années, on est sûr, on les voit, on les étudie. Et voilà. Donc on a de la chance d'être né maintenant, en fait.
Το μεγάλο υψόμετρο και η γεωγραφική θέση του Μάουνα Κέα προστατεύει αυτό το σημείο από τους τυφώνες που πλήττουν συχνά την περιοχή. Παρ' όλα αυτά, πυκνά σύννεφα καλύπτουν το σταθμό βάσης. Λόγω της ομίχλης και της καταρακτώδους βροχής, οι υπεύθυνοι ασφαλείας αποφασίζουν να κλείσουν έστω προσωρινά το δρόμο που οδηγεί στην κορυφή. Έτσι, η Εμιλή και η Μαρί Πιέρ πηγαίνουν στο χώρο όπου ξεκουράζονται όσοι εργάζονται εκεί. Hi, Hi, I'm Marie. I'm Will. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi, Will. I'm Emily. Hi, Emily. Nice to meet you. you. So you're stuck here as well? Yeah, fingers crossed, waiting on whether or not the roads are going to be opened up for tonight, and then if they are opened up, just waiting to see if the sky cooperates and the rain goes away and lets us open up the dome. Does it happen often that you can't go up? No, so fortunately it doesn't happen often, and that's one of the reasons why we come to Hawaii, Mauna Kea, is that most of the time it's fantastic observing conditions, but it just happens that this is one of those times where it hasn't worked out that way. So what will happen if the road doesn't open again? I mean, will the night be lost forever? Yeah, be so next? it'll be completely lost tonight. Now, fortunately, we won another night on Subaru Telescope next month, and so fingers crossed the time works out. But yeah, as for this night, it's lost, and so to get it back, you have to wait another year, go through the proposal process, ask for the time again, hope that they award you the time for the same science that you wanted to do, and then you come out and you hope that the weather cooperates a year from now. And so, yeah, it can be a slow process, but it's just one of the realities of science and being an astronomer. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση ενός κατοικήσιμου πλανήτη έχουν μεγάλη ζήτηση και πολύ υψηλό κόστος. Γι' αυτό οι ερευνητές έχουν στη διάθεσή τους μόνο λίγες μέρες ή ώρες για επιτόπια παρατήρηση το χρόνο. Οπότε δεν πρέπει να χαθεί η παραμικρή ευκαιρία. Σήμερα τα τηλεσκόπια λειτουργούν από μακριά μέσω υπολογιστή. Ωστόσο, μια βραδιά μέσα στο αστεροσκοπείο θεωρείται μοναδική και ελάχιστοι έχουν αυτή την ευκαιρία. Πρέπει λοιπόν να είναι σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή, διότι τα τηλεσκόπια του Μάουνα Κέα είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Αφού η προηγούμενη βραδιά πήγε χαμένη, ο χρόνος τώρα πιέζει. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, το επόμενο πρωί ο δρόμος ανοίγει και πάλι. Η Μαρί Πιέρ και η Εμιλή κατευθύνονται προς την κορυφή. Je vois rien. Tout est clair comme nulle part ailleurs. C'est ça. Sauf que là, je suis pas sûre que les coupoles vont s'ouvrir. Ah ouais, hein? Écoute, on verra au moins les télescopes. Des fois, ils ouvrent pas, hein? Ah, ils ouvrent pas. Si c'est humide comme ça, ils ouvrent pas, c'est clair. Ils ouvrent pas quand il pleut, ils ouvrent pas quand il grêle, mais même au-delà de ça, ils ouvrent pas. Ils n'ouvrent pas quand c'est quand ça devient trop humide. Ça endommage les miroirs. C'est incroyable, on se croirait de plus en plus sur la Lune. Welcome to the moon. Wow. C'est magique. Regarde, ça y est, on ressort à nouveau du brouillard, c'est à nouveau tout beau. Moi, le moment où je vais apercevoir ces télescopes-là... Attends, c'est bientôt? C'est bientôt, c'est bientôt? Vraiment? Ouais, ouais. Oh, t'as quelque chose en bas, là? Non, non, c'est juste... Ouais. Je suis bouche bée, je veux dire. Ah, attention, tadam! OK, lui, c'est le Subaru. Ouais, regarde. Parce que j'ai quand même vu des photos déjà, là. Ouais, non, regarde juste à côté. Les cakes! Ah, waouh! Ça caille. Ah. Ok, je l'avais déjà vu, mais je l'avais jamais vu comme ça. C'est incroyable. Oh! Il n'y a pas de place pour autant d'émerveillement dans moi. Ah. Ah!
te l'avais dit, il fait froid, mais je m'en aperçois même pas. Ouais. Vous avez les deux télescopes Keck là, les deux boules identiques. Ouais. Sur la droite, le télescope infrarouge de la NASA. Sur la gauche, le Subaru. Donc des plus petits télescopes. Enfin, Subaru fait quand même 8 mètres, hein, mais les deux télescopes Keck, ce sont les deux plus gros télescopes du monde. Hein. D'accord. Combien? Donc, plus de 10 mètres D'accord. de diamètre. Hein. Les télescopes Keck, eux, font des recherches d'exoplanètes. Ah ouais. Ils ont Toi, tu étudies les exoplanètes qui sont détectées moi, avec le Keck. Je ne détecte pas des planètes avec le télescope Keck. Par contre, j'observe les planètes qui ont été détectées par le télescope Keck avec le télescope Canada-France-Hawaii. Et on en est à combien d'exoplanètes découvertes là? Vraiment détecté à peu près 1000 exoplanètes. Et en plus de ces 1000 exoplanètes, on a 1000 candidats à exoplanètes. Donc en fait, presque 2000 objets. On pense qu'il existe au moins 2000 objets dont on connaît les caractéristiques qui tournent autour d'étoiles différentes du Soleil. Vous avez détecté des sœurs jumelles de la Terre déjà? Ah non, non, C'est ça non, qui non. nous intéresse. Non. On a plutôt des cousines de la Terre. Des planètes qui ressemblent un peu à la Terre, qui ont des propriétés qui les font ressembler à la Terre. Mais des jumelles, sœurs jumelles, non, ça on n'en a pas. On a plutôt des cousines qui ressemblent beaucoup. Lesquelles par exemple? Alors, par exemple, on a les dernières détectées par l'observatoire Kepler. Il y a Kepler 186F, qui a été détecté, a fait la une des journaux, parce qu'on s'est dit, tiens, une planète, quand même, qui est de la taille de la Terre, donc qui est probablement une planète rocheuse, et qui a une bonne température. Donc, s'il y a une atmosphère, s'il y a la présence de l'eau, s'il y a des présences de tous les ingrédients qui font de la chimie complexe, peut-être qu'il va se passer des choses comme l'apparition de la vie. Ο Kepler 452b και ο Kepler 186f είναι μερικοί από τους υποψήφιους εξωπλανήτες. Οι πρόσφατες ανακαλύψεις ενθαρρύνουν συνεχώς τους ερευνητές. Τα δύο τηλεσκόπια Keck μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα και θεωρούνται από τα καλύτερα στην αναζήτηση ενός πραγματικά δίδυμου πλανήτη με τη Γη. Ο κορυφαίος Γάλλος αστρονόμος Αλέν Λεκαβελιέ μελετά τους πιο υποσχόμενους υποψήφιους εξωπλανήτες που έχουν ήδη εντοπίσει τα τηλεσκόπια Keck. Μαζί με την Εμιλή και τη Μαρί Πιέρ συναντούν τον αστρονόμο Γκραντ Χιλ, υπεύθυνο του αστεροσκοπείου για αυτό το βράδυ. Είναι αυτός που θα τους μοιήσει στα μυστικά αυτού του γιγάντιου αμερικανικού τηλεσκοπείου. So what is it? Is it the telescope? This is the control room. Oh, okay. This is where somebody sits at night to move the telescope around. Okay. And what are these? Looks like a fly's eye or something. That's part of getting the telescope focused and ready. Okay. So that's left over from last night. This is the software that's. It's still sitting there from last night, but that's part of the software that's used to run the telescope and the instruments. This is a really nice control room, but can we see the telescope? Sure. You want to go see it right now? Of course, Okay. please. OK. Ça fait super froid. Et tu te rends compte que tu vois l'instrument qui découvre tant de planètes. Non, mais c'est une des machines les plus incroyables au monde, puis on est là devant elle. Et on entend la quête des planètes extrasolaires avec le bruit, là, c'est complètement dingue, c'est génial. J'hallucine. C'est malade. Could you tell us maybe briefly how the telescope works, where the light comes from, where it bounces? How does it work? Okay, so at night, the light comes in, reflects off the primary mirror,
which gathers all the light. So it's 10 meters across. That brings the light back up this way to the secondary mirror. Okay. Okay, then the secondary mirror sends the light back down towards the primary mirror. So it's bringing it down this way now into a focus. Okay. So one side of the telescope is that whole side of the telescope there is a spectrograph used for planet hunting. Oh, can we see it? You can't go inside. Why? It's like a clean room environment. It's very delicate. You have to put on a clean room suit, and just walking inside can disturb it. It's so delicate and sensitive. The primary mirror is 36 individual hexagonal segments, 36 pieces of glass, and so together they work as if they're a single primary mirror. It's the biggest, right? Keck? Yes. Yeah, why do we need something that big to discover all that things? The bigger it is, the more light it can collect. So, and in fact, it goes as the square of the diameter. So, in other words, a 10-meter telescope can gather 4 times as much light as a 5-meter telescope. Okay. And for exoplanet, the most important thing is to get as much light as possible, because we are photon limited. Yes. Each photon is very important to detect the exoplanet. Every Okay. photon is precious Yes. in the universe. So everything from objects right here in our own solar system to the very, very most distant in the universe can be done. That science can be done with what you can see right in front of you, right here, right now. Η Μαρί Πιέρ και η Εμιλή ολοκληρώνουν την εξερεύνηση αυτού του εντυπωσιακού τηλεσκοπίου, αν και δεν είδαν κάποιον εξωπλανήτη. Από την πλευρά του, ο Άλεν Λεκαβελιέ θα επιστρέψει στη Γαλλία για να συνεχίσει τις εργασίες του εκεί. Η Μαρί Πιέρ πηγαίνει στη Χονολουλού, στο νησί Οάχου. Ο Αμερικανός αστρονόμος Άντριου Χάουαρντ βρίσκεται σε μια αίθουσα ελέγχου του Πανεπιστημίου της Χαβάης. Από εκεί θα κατευθύνει τα τηλεσκόπια Κεκ τα επόμενα βράδια και η Μαρί Πιέρ δεν θέλει να χάσει αυτή την ευκαιρία. Hello? Hi. Hello. Are you Andrew? I am. Hi, I'm Marie. Welcome. Nice to meet you. Evan. Hi, Evan. Nice to meet you. So, this is where you look into the Keck telescope? That's right. This is how we operate the Keck telescope here from the University of Hawaii on the island of Oahu. And we have a full view and control of the Keck telescope. We've got a connection over a video link with the summit of Mauna Kea and the operator Julie, who is driving the telescope. And so this is your list for tonight, right? That's right. So this is just the top of it. It goes on and on and on and on. And there's, we've got 60 stars we're planning to look at, but we've got backup lists, like 1,000 stars that we might look at tonight or tomorrow or as soon as we're able to get to it. What you're doing in an observing night, what we're going to see, what should we expect? So we're here in the University of Hawaii, and we're using the Keck telescope, one of the 2 mighty Keck telescopes. And we're using a very specialized instrument on Keck to hunt for planets. We aren't able to actually take pictures of the planets because they're much too faint compared to their host stars. So instead, we use a trick. We observe the motion of the stars, and we can infer from that motion that there's a planet tugging on the star gravitationally. This is how we find these so-called extrasolar planets.
So how can a telescope detect a planet? So if we have a planet, which we'll put a little planet over here, and we have a star at the center, we can imagine that this planet is going to go around in some orbit around the star, and that moves like a clock. It just keeps going over and over and over again. But the star doesn't sit still. The star has a teeny little motion of its own. And as the planet, for every one time the planet goes around, the star goes around one time as well. When the planet is here, the star is on the other side, and vice versa. So this is the dance that the planet and the star go through. So we measure the properties of this little wobble, and we can infer the mass and the orbit of this planet. But what we see is a star that appears to be in space, but has a teeny little motion. And from that motion, we can infer, we can figure out that there is a planet which is going around the star, causing the star to move in this little circle, pulling on that star gravitationally. Κατά την αναζήτηση ενός κατοικήσιμου πλανήτη, η Εμιλή παρέμεινε στο Μάουνα Κέα, ελπίζοντας να δει επιτέλους την εικόνα ενός εξωπλανήτη. Ακριβώς δίπλα στο Κεκ βρίσκεται το ιαπωνικό τηλεσκόπιο Σουμπαρού. Εκεί συναντά τον Γάλλο ερευνητή Ολιβιέ Γκιγιόν. Είναι ένας από τους λίγους επιστήμονες παγκοσμίως, ο οποίος κατασκεύασε όργανα τελευταίας τεχνολογίας ικανά να φωτογραφίζουν τέτοιους εξωπλανήτες, αποκαλύπτοντας τα μυστικά τους. Ah, je vous ai trouvé. Je m'étais un peu perdue. Bonjour. Bonjour, bienvenue au télescope Subaru. Moi, c'est Émilie. Olivier Guyon, Enchantée. Merci beaucoup de m'accueillir. Donc on va monter au télescope lui-même et puis je vais vous montrer l'instrument. L'instrument qu'on utilise pour prendre les images d'exoplanètes. Génial. C'est là le télescope? Ah non, Alors là on n'est pas au télescope là. On arrive en fait au bord du télescope. On est sur le côté du télescope. Le dôme est de ce côté. D'accord. Ça c'est le dôme et la nuit le dôme tourne. Donc toi, tu es un photographe d'exoplanètes. Exactement. Ça me oui. fascine. Tu peux m'en dire plus? Alors les trop exoplanètes, c'est quelque chose de très excitant puisque maintenant on sait qu'il y a beaucoup d'exoplanètes. La plupart des étoiles ont sans doute des exoplanètes, mais c'est très difficile à étudier, c'est très difficile à photographier surtout. Oui, combien on en a photographié? On en a photographié une dizaine, à peine une dizaine. Oui, c'est fou parce qu'on a 2000 planètes et on en a photographié qu'une dizaine. Oui. Elles sont plus faciles à détecter qu'à photographier. Pourquoi? Parce qu'elles sont très faibles par rapport à la lumière de l'étoile et juste à côté de leur étoile. Donc c'est très difficile. Si on utilise une caméra classique, on est aveuglé par la lumière de l'étoile. Ah, et on voit pas la planète. Et on voit pas la planète. Une bonne analogie, c'est de réfléchir un petit peu si on essayait de voir les planètes de nos systèmes solaires en plein jour. Ce qu'effectivement on peut pas faire là. Ce qu'on ne peut pas faire, même si le ciel est parfaitement clair, on ne les voit pas à l'œil. Pourtant, elles sont là. C'est parce que le Soleil, en fait, est à peu près 1 milliard de fois plus brillant que ces planètes. Et donc, les photographes d'exoplanètes doivent lutter contre exactement le même contraste. Je vois. Ο Ολιβιέ Γκιγιόν με πολύ ισχυρά όργανα μπορεί να φωτογραφίσει εξωπλανήτες έστω και αν χάνονται πίσω από το φως του μητρικού άστρου τους. Αυτή η μέθοδος απεικόνησης συμπληρώνει εκείνη που χρησιμοποιεί το τηλεσκόπιο Κεκ, δηλαδή την ακτινική ταχύτητα, δίνοντας περισσότερες πιθανότητες εντοπισμού μιας δίδυμης αδελφής της Γης. Donc on se dirige vers le télescope. On va prendre des casques pour, Ah, il faut mettre des casques. pour la sécurité. Ça, je prends n'importe lequel? Ok. Donc là, on va monter voir l'instrument. On monte d'un étage. On va être au fait au niveau d'observation du télescope. Ok, je vous suis de près, sinon je me perds. Et on va pouvoir voir l'instrument. Donc là, on arrive au télescope lui-même. Alors, on est à l'arrière du télescope, on est juste dessous le miroir. Il y a un miroir de 8 mètres juste au-dessus de nos têtes. Il est beau celui-là aussi. Le télescope tourne avec le dôme en même temps. C'est ça. Donc le dôme, on voit en fait 2 murs verticaux qui en fait sont l'intérieur du dôme. Et l'instrument alors, il est où? Alors, l'instrument exoplanète, il est sur le foyer qui est à notre droite ici, qui est sur le côté du télescope. Donc, Et on peut y aller, on a le droit d'y aller. Yes. On va y aller. Super. Attends, je fais une petite pause. Ouais, moi je ressens bien les effets de l'altitude. Oui, là. les escaliers sont moins faciles. Au Kek. Donc voilà notre caméra exoplanète. Wow. C'est tout ce système. La lumière arrive du télescope depuis la gauche. Elle passe à travers
cet autre instrument qui est cette boîte noire. C'est le système d'optique captative du télescope Subaru. Qui corrige l'atmosphère. Voilà, qui fait la première correction de l'atmosphère, qui n'est pas suffisamment bonne pour nous. Donc on fait ensuite une autre correction à l'intérieur de notre instrument. D'accord, donc c'est cette machine-là qui photographie des exoplanètes. Ok, donc on va retirer le panneau. D'accord. Alors voilà, maintenant on voit l'intérieur de l'instrument. C'est pas un instrument très gros, mais comme on voit, il y a beaucoup d'optiques. Il y a un miroir qui est juste ici, qui est ce miroir avec 2000 actionneurs dont on modifie la forme 3500 fois par seconde. Mais attends, il est où? Il est là-dedans? Il est juste derrière cette monture. Donc... Tu vois ces câbles? Ouais. Il y a 2000 fils électriques qui en fait envoient les signaux électriques au miroir des formats pour changer sa forme. Mais il est grand comment, le miroir Le miroir des formats, il fait 2 cm seulement de diamètre. Ah, c'est impressionnant. Παρά το μικρό μέγεθός τους, τα καινοτόμα όργανα του Olivier Guillon συμβάλλουν σήμερα στην καλύτερη εξερεύνηση του σύμπαντος προς αναζήτηση ενός κατοικήσιμου πλανήτη. Μόλις πέφτει το σκοτάδι, τα τηλεσκόπια πιάνουν δουλειά. Όσο η Εμιλή βρίσκεται στο Σουμπαρού, στο Big Island, η Μαρί Πιέρ παρατείνει την επίσκεψή της στην αίθουσα ελέγχου του ΚΕΚ, στο νησί Οάχου, από όπου ο Άντριου Χάουαρντ ενεργοποιεί τους 36 καθρέφτες του τηλεσκοπίου, κατευθύνοντας το τεράστιο μάτι προς το άπειρο. At the moment, Julie is focusing the Keck telescope to make sure that we get a very precise image and we get as much light into this planet-finding spectrometer as possible. This will take a few minutes and then we'll be off and running, doing a star every couple minutes or so. And we're a little bit worried that there's clouds that are going to impede and slow down our observations. So if conditions are good, then we'll move on to some of the fainter stars, especially some of those that we know have discovered planets already from the Kepler Space Telescope, and we're going to work on trying to measure the masses of these planets. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler της NASA, της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, κατασκευάστηκε για τον εντοπισμό εξωπλανητών. Βρίσκεται στο διάστημα, μακριά από τις αναταράξεις της γήινης ατμόσφαιρας. Επί 4 χρόνια παρατηρούσε συνεχώς μια ομάδα 145.000 άστρων. And it waited for these rare moments when a planet passes in front of a star and dims that star just a little bit. And we can detect these dimmings, which we call transits, and we're able to tell that planets orbit particular stars that are observed by Kepler. Χάρη στη μέθοδο πλανητικής διάβασης Transit, το Kepler κατέγραψε πάνω από 2.000 υποψήφιους εξωπλανήτες που πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα επίγεια τηλεσκόπια. So these 4 computer screens here are our connection to the Keck telescope. We have a view of what the telescope is actually seeing. That's a picture of the star there. This is where the telescope is pointed. And these other screens tell us about how the spectrometer, the instrument on the Keck telescope, is functioning. And there's no way we're seeing a planet there, right? No, unfortunately, the planets, if there are any around this particular star, are so much fainter than the star that we wouldn't be able to see it. They're also basically right on top of the star, so we couldn't separate the light from the planet. So how can you see if there's a planet? What we do when we actually hunt for planets, we can't discover a planet in a single night's observation. It takes a lot more patience than that. And so if we look at data that we've collected over time, each one of these little dots on this graph represents a night on the Keck telescope. And we took a spectrum with the Keck telescope, and that contributed 1 point to this graph. Now you'll note that this particular graph it stretches almost 2 decades in time. Mm-hmm. And what we see is that the star is moving away from us back in the late 90s, and then the star starts moving a little bit towards us in the early and mid-2000s. It moves away from us around 2010, 2011. It's coming back towards us. Each point is a position of the star that's being pulled by its planet. That's right. So what we're seeing is the gravitational pull of the planet on the star over time. It's no longer red on X-Men. Okay. I still have an alarm that's claiming one of them is red. Well, do what you need to do. Closing the telescope? Yeah, if the humidity gets too high. They could do that? Yeah, if the humidity is high outside the dome. So we are going to close. Okay. No.
Σιγά σιγά οι δύο θόλοι κλείνουν. Για ακόμη μια φορά τα σύννεφα παρεμποδίζουν την παρατήρηση. C'est meilleur ici. Absolument, oui. Donc on est dans la salle de contrôle ici. C'est ici où le télescope, où on pilote le télescope et les instruments, donc y compris notre caméra exoplanète. Alors attends, je comprends pas parce que là, pour moi, c'est pas une image de planète. Ça, c'est le résidu de la lumière de l'étoile. Donc l'étoile est au centre de l'image et en fait, on a des résidus de la lumière de l'étoile qui viennent de la turbulence atmosphérique qui reste dans le système. Et la planète est ici. Donc ça, c'est une planète c'est une planète géante qui est plus massive que Jupiter. Donc c'est une grosse planète qui est encore relativement jeune. Donc c'est une planète qui est relativement loin de l'étoile. La distance entre la planète et l'étoile, c'est un peu plus de 50 fois la distance Terre-Soleil. Ah, d'accord, elle est très éloignée. Et alors, elle a un petit nom, cette planète? Oui, alors l'étoile s'appelle Kappa Andromède. Donc c'est une étoile dans la constellation d'Andromède. Et la planète s'appelle Kappa Andromède B. Okay. On donne les noms de planètes en ajoutant B, C, D au nom de l'étoile. La plupart des planètes qu'on connaît, en fait, qui ont été identifiées, ont été découvertes pas par imagerie, mais par mesure indirecte, comme la vitesse radiale ou le transit. Ce sont des techniques qui sont beaucoup plus efficaces pour trouver des planètes actuellement. L'imagerie directe actuellement est limitée aux planètes qui sont relativement jeunes et massives, et assez loin de l'étoile. Mais c'est en train de changer. Justement, l'instrument qu'on construit développe des technologies qui nous permettent d'aller beaucoup plus proche de l'étoile, de voir des planètes plus faibles. Et puis il y a aussi une grosse différence sur les mesures qu'on prend. Quand on utilise la vélocité radiale, la vitesse radiale, on ne mesure pas la composition de la planète. On mesure son orbite et sa masse. Avec l'imagerie directe, vous pouvez mesurer la composition? On peut mesurer la composition, mais on ne peut pas mesurer la masse. Donc on a besoin de toutes ces techniques. Exactement. À la fois. On aime combiner ces techniques. Idéalement, on aime pouvoir voir la même planète avec plusieurs techniques de façon à mesurer son rayon, son orbite, sa masse et sa composition. Όλα αυτά σηματοδοτούν μια αληθινή πρόοδο στις έρευνες. Νέοι πλανήτες εμφανίζονται μπροστά μας. Η έρευνα της Μαρί Πιέρ και της Εμίλη ολοκληρώνεται με ένα τελευταίο ταξίδι. Προτού αφήσουν πίσω τους το Big Island και τον εντυπωσιακό ουρανό του, το ερώτημα παραμένει. Μπορεί να υπάρχει ζωή αλλού? Η Κλέρ Μουτού, ειδικευόμενη αστρονόμος στο τηλεσκόπιο Καναδά-Γαλλίας-Χαβάης, οδηγεί τις δύο γυναίκες στη δυτική ακτή του νησιού. Αυτό το αστεροσκοπείο διαθέτει σημαντικά όργανα για το χαρακτηρισμό των εξωηλιακών πλανητών. Χάρη σε αυτά, οι ερευνητές μπορούν να κάνουν ακριβείς μετρήσεις σχετικά με το μέγεθος, τη θερμοκρασία και το μαγνητικό πεδίο των υποψήφιων πλανητών. Έτσι μπορούν να κατανοήσουν τη σύσταση ενός πλανήτη και στη συνέχεια να καθορίσουν εάν μπορεί να φιλοξενήσει ζωή ή όχι. C'est une tortue? Oh non, faut pas que je cours, hein. Faut pas que je les fasse peur. Elle est grillée. Laisse-la nous. Oh, c'est génial. Elle se repose. Oh, petite poulette. Bonjour. Oh, c'est trop bien. En fait, cette tortue-là me donne envie de vous demander, parce que c'est beau, les exoplanètes, la diversité, tout ça, oui, mais au fond, là, ce qui nous intéresse le plus, c'est une planète qui pourrait abriter la vie. Bien sûr, oui.
Donc, qu'est-ce que ça prend pour que la vie émerge quelque part? Alors, ce passage-là entre l'eau liquide et la terre, c'est vraiment le meilleur endroit. On a besoin d'eau, impérativement. On a besoin d'eau liquide. On pense que c'est vraiment le meilleur solvant qui puisse être pour que les molécules, vraiment les premières molécules les plus petites, se mélangent entre elles et fassent des molécules de plus en plus grosses qui vont amener jusqu'aux premières briques de vie, de chimie organique. Et alors, sur quel genre de planète est-ce qu'on peut espérer trouver de l'eau liquide? Il y a une zone particulière autour de chaque étoile qu'on appelle la zone habitable et qui, par définition, est la zone où on trouve des planètes qui ont à leur surface, qui peuvent avoir à leur surface un océan d'eau liquide. C'est une question de distance à l'étoile et c'est tout. S'il fait trop chaud, on oublie ça, l'eau est gazeuse. S'il fait trop froid, on oublie ça, c'est de la glace. Ça serait trop simple si on pouvait résumer ça à ça. Si on pouvait dire toutes les planètes qui sont exactement dans la zone habitable de leur étoile, donc avec la possibilité d'eau liquide à la surface, soient habitables. Par exemple, Vénus et Mars sont quasiment dans la zone habitable du Soleil. Mais on voit très bien qu'elles ont des conditions très différentes de la Terre. Mars est trop petite, n'a pas pu retenir son atmosphère et donc l'océan s'est évaporé. Sur Vénus, c'est l'inverse, il y a trop de gaz à effet de serre et du coup, la température à la surface est beaucoup trop chaude. Donc c'est un mélange, la distance compte. Ensuite, la composition de l'atmosphère est vraiment primordiale et aussi la taille de la planète. Mais est-ce qu'il y a moyen de le savoir? Si une planète semble héberger quelque chose qui ressemble à de la vie, à des grandes distances comme ça, est-ce qu'on peut étudier la composition de ces planètes-là? On peut... alors, une fois que la vie a vraiment émergé au point d'avoir envahi une grande partie de la planète, elle va changer, elle va modifier son atmosphère. Εφόσον οι αποστάσεις πλέον μετρούνται σε δεκάδες, εκατοντάδες, ακόμα και δισεκατομμύρια έτη φωτός, τα νέα όργανα θα βοηθήσουν σημαντικά στο στάδιο αναζήτησης για ίχνη ζωής. D'ici 20 ans, on devrait avoir ce qu'il faut pour chercher les biosignatures. Soyons patients, donc. Voilà. C'est une question de patience, l'astronomie. Mais après tout, ça a mis des milliards d'années à ce que la vie se développe sur Terre. Est-ce qu'on se pose ces questions-là? On peut bien attendre quelques... On n'est plus à 20 ans près. Voilà. Ok, aujourd'hui, on a découvert les planètes les plus faciles à détecter jusqu'à ce jour. Donc les gros, celles qui sont près de leur étoile, on commence à découvrir des super-terres, des cousines, etc. Mais on n'a pas encore les moyens de découvrir une véritable Terre. Donc on parle de 9 milliards ou 30 milliards, dépendant des versions, de planètes potentiellement habitables dans notre galaxie, fois je ne sais trop combien de milliards de galaxies. Donc c'est pour ça que ça motive les chercheurs. Il y a plein de chercheurs qui disent que c'est pas possible. Avec le nombre, il y a forcément la vie ailleurs, voire des milliers de civilisations qui ont germé, qui ont évolué. Et donc il y a toute une recherche dédiée à ça. Oui, il y a des projets comme SETI voilà. où carrément on ratisse le ciel à la recherche de civilisations intelligentes. Et on n'a rien trouvé pour le moment, mais ce que disent ces chercheurs de SETI, c'est qu'à l'heure actuelle, en 2015, on a fouillé l'équivalent d'un verre d'eau dans l'océan. Donc si tu plonges un verre d'eau dans l'océan et qu'il n'y a pas de poisson dans ton verre d'eau, tu ne peux pas en déduire qu'il n'y a pas de poisson dans l'océan. Τελικά είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, οι δύο δημοσιογράφοι συνάντησαν διάφορους επιστήμονες που παρατηρούν, μελετούν και φωτογραφίζουν πλανήτες οι οποίοι βρίσκονται δεκάδες ή εκατοντάδες έτη φωτός μακριά από τη Γη. Η πρόσφατη ανακάλυψη του εξωπλανήτη Proxima b, που απέχει 4,3 έτη φωτός από τη Γη και μοιάζει πολύ με τον πλανήτη μας, οδηγεί τους επιστήμονες ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο τους. Τα τεχνολογικά όργανα του μέλλοντος θα μας βοηθήσουν για να διαλυθεί τελικά το πέπλο ομίχλης που καλύπτει αυτό το θεμελιώδης ερώτημα. Υπάρχει ζωή αλλού?